Le secteur extractif a généré 117 milliards de francs CFA en 2014, révélation du rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal. Le président du comité national ITIE Sénégal appelle à une clarification du code pétrolier. Il existe 150 000 titres fonciers au Sénégal sur 14 millions d'habitants. Annonce du président de la Commission nationale de réforme foncière, professeur Moustapha Souran, indique qu'il y a lieu de réglementer le secteur. Des socialistes de Mbacké pour le départ des ministres PS du gouvernement, affirmation de la JDS. Ses membres plaident pour la candidature du Parti socialiste à la prochaine présidentielle. Et enfin, El Hadj Ousseynou Diouf et Nicolas Anelka en croisade contre la poliomyélite. Ils ont décidé de s'allier avec Afrivac pour mobiliser des fonds pour la vaccination des enfants. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Publication ce matin du deuxième rapport ITIE du Sénégal, l'exercice 2014 du comité national. Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal a révélé une hausse considérable des revenus générés par le secteur extractif. Ils sont chiffrés à 117 milliards pour l'année 2014 et contribuent au budget de l'État à hauteur de 109 milliards, ce qui représente 92,8% en valeur relative. L'affaire des 600 milliards du contrat de cession entre Petrotim et Cosmos Énergie était au menu des échanges, n'est-ce pas, Mansour Sow? Ce rapport, deuxième du genre après celui de 2013, couvre les revenus provenant de toutes les entreprises extractives détentrices d'un titre actif au 31 décembre 2014. Lequel rapport, commandité par le comité national ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, fait ressortir, entre autres résultats. Dans la loi de finances rectificative numéro 2 de 2014, il est indiqué qu'il y a eu un paiement effectif de ArcelorMittal qui a été consenti, qui a été approuvé, et qu'il y avait un montant de 20 milliards qui était budgétisé à titre prévisionnel sur dans le TOF, le tableau des opérations financières de l'État. Le rapport de 2014 est un rapport extrêmement important parce que c'est un rapport qui a aussi permis au Sénégal d'accélérer sa marche vers la transparence. Figurez-vous que le Sénégal désormais fait partie du cercle restreint de pays qui publient, qui divulguent la totalité de ses contrats miniers et pétroliers. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, vous avez des pays considérés comme des pays de bonne gouvernance où, je vous assure, allez visiter, on ne publie pas les contrats pétroliers. Le rapport fait aussi état de l'importance des revenus générés par les entreprises minières, pétrolières et gazières. Rien qu'au courant de l'exercice 2014, elles ont généré plus de 117 milliards de francs CFA. La contribution directe au budget de l'État se chiffre à 109 milliards de francs CFA, représentant 92,8% des revenus générés par le secteur. En dehors de l'année prochaine, en tout cas pour l'exercice de 2015, où on a eu à engranger encore, encaisser, enregistrer dans les paiements, dans les caisses de l'État, autant pour moi, un montant de 20 milliards, ce n'est pas quelque chose qui va se reproduire toutes les années. En revanche, lorsque vous sortez ce paiement exceptionnel, ce que vous voyez, c'est que vous avez une contribution du secteur extractif qui tourne autour de 67 milliards, contre les 46 milliards qui étaient comptabilisés dans le cadre de l'exercice ITIE de l'année 2013. Donc ça veut dire qu'il y a eu une progression d'à peu près 30%. 17 entreprises publiques et privées en production et en exploration inscrites au cadastre minier pour l'année 2014 sont concernées par ce rapport. Elles se sont toutes conformées à la procédure d'assurance et de certification des données, à l'exception d'AZ Petroleum. Pour rappel, le Sénégal a demandé et obtenu en octobre 2013 le statut de pays candidat à l'ITIE. Depuis cette date, la publication annuelle d'un rapport est obligatoire, ce qui participe à la validation de notre pays, à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le président du comité national ITIE Sénégal propose de revoir la réglementation du Code général des impôts, notamment en ce qui concerne le code pétrolier. Selon Ismaël Madior Fall, ceci permettra de taire la polémique sur l'exonération ou non des entreprises qui exploitent les ressources pétrolières et gazières du pays. Pour plus de détails, suivons les explications d'Ismaël Madior Fall au micro de notre reporter.
Depuis 2012, il y a eu un rapatriement des dispositions fiscales qui concernent le secteur minier et le secteur pétrolier dans le Code général des impôts et domaines. Ces dispositions ne sont pas claires. Et ces dispositions, lorsqu'elles ne sont pas très claires, elles font l'objet d'interprétations. Il y en a qui considèrent que les opérations, les compagnies minières et les compagnies pétrolières, lorsqu'elles sont en matière de recherche, lorsqu'elles sont en période de recherche, toutes les opérations qu'elles font sont exonérées de taxes et d'impôts. Exonérées de taxes et d'impôts. Et ce n'est pas que le Sénégal qui le fait, beaucoup de pays le font. C'est pour attirer en réalité les investisseurs. D'autres considèrent que oui, elles sont exonérées, mais les transferts de titres ne devraient pas être dans le champ des opérations. Vous voyez, on est ici simplement dans le cadre d'une interprétation, d'une polémique. Sur la question que vous posez maintenant, il y a un intérêt à mon avis, qui est très important. C'est que, désormais, comme notre pays maintenant commence à être un pays minier, on parle de l'or qui va être de plus en plus développé, on parle du zircon et de l'ilménite. Et comme notre pays va passer en phase d'exploitation gazière et pétrolière, à mon avis, il est important que le Code général des impôts et domaines procède à un meilleur encadrement de tout ce qui est transfert sur les titres. Et à partir de ce moment, il ne pourra plus y avoir de discussion ou de polémique. Je l'ai annoncé en début d'édition, le Sénégal dispose de 150 000 titres fonciers sur 14 millions d'habitants. C'est ce qui ressort du document de politique foncière de la Commission nationale de réforme foncière. Ce rapport vise à garantir une bonne gouvernance foncière basée sur la légalité et la légitimité. Le président de la Commission, professeur Moustapha Souran, déclare qu'un large consensus a été bâti autour de ce projet qui sera soumis au chef de l'État. Code Ndiaye nous en dit plus. Après 2 années de concertation et de dialogue entre acteurs du foncier, la Commission nationale de réforme foncière boucle sa première phase qui a abouti à un document qui a pour objectif d'assurer une bonne gouvernance foncière au Sénégal. L'objectif de la réforme foncière, c'est d'apaiser le Sénégal, d'apaiser le climat foncier pour que le Sénégal arrive à travailler en paix et en stabilité. Et en tant que juriste, j'ai eu beaucoup de réformes, mais une réforme qui aura un impact aussi profond sur le vécu des Sénégalais, sur le vécu des acteurs économiques. Figurez-vous que 95% des terres de ce pays ne sont ni dans le commerce juridique, ni dans le commerce des Sénégalais. Les Sénégalais ne sont pas propriétaires au sens juridique du terme de leur propre terroir du Sénégal. Sur 14 millions d'habitants, nous n'avons que 150 000 titres fonciers. Tout le reste ont des permis précaires. Ça montre à quel niveau il y a la nécessité de faire une réglementation. Les banques ne peuvent pas travailler avec la terre. Le document en question constitue un préalable vers une législation sur la problématique du foncier. Il sera soumis au chef de l'État selon le président de la Commission. La prochaine action, nous avons donné le feu vert de l'État pour donner le signal maintenant d'élaboration de la législation. Et il faut compter le même processus. Maintenant, il faut rédiger. Nous avons des idées sur ce que doit être la loi. Maintenant, il faudra regarder par rapport aux axes qui sont dans le document de politique foncière, quels sont les nouveaux types de droits à créer, quels sont les droits à donner aux femmes, aux jeunes, et les ruraux n'ont aucune conservation foncière. Et l'idéal, c'est ça, ce qu'on appelle la sécurité foncière, c'est d'arriver à avoir une traçabilité des propriétés foncières. Comme ça, personne ne pourra dire dans les tribunaux, on m'a vendu pour la 5e fois ce terrain-là, on saura à qui appartient le terrain une fois pour toutes. C'est pour ça qu'il y a une insécurité juridique au Sénégal. Représentants de collectivités locales et partenaires techniques financiers se sont réjouis de la démarche inclusive de la dite commission. Tous ont renouvelé leur engagement à accompagner la commission dans sa 2e phase constituant à légiférer sur la question du foncier. Ouverture ce matin de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie Conféges. Ce cadre d'échange cherche à proposer des solutions aux préoccupations du continent africain, dont la plus déterminante reste la question migratoire. Un rendez-vous qui permettra de préparer un projet de déclaration au prochain sommet de la francophonie prévu du 26 au 29 novembre prochain à Madagascar. Un travail d'Elhaj Moussabé. 4 jours durant, Dakar va vibrer au rythme de la jeunesse. La question migratoire sera au cœur des échanges, entre autres préoccupations des jeunes du continent. Nous voulons que les jeunes leaders du continent s'approprient cette question pour voir d'abord des solutions internes, mais aussi des solutions à proposer au niveau international. On se rend compte que les causes sont aussi internes à nos pays. Peut-être que c'est une question de gouvernance, c'est une question de mise en œuvre de politique, mais aussi, peut-être c'est aussi une question de communication avec les pays de destination. C'est par centaines que l'Afrique compte ses morts en Méditerranée toutes les semaines.
Drame qui trouve ses sources dans le mal-vivre, mais aussi et surtout les conflits en Afrique. L'absence de paix, c'est une autre forme de réaction des jeunes. Parce qu'on se rend compte que c'est aussi les jeunes qui sont embarqués dans ces réactions de terrorisme, de menaces sécuritaires, etc. C'est aussi une manière de contribuer à la paix que de s'occuper des questions de jeunesse. Ainsi, pour des solutions pérennes, l'Union panafricaine de la jeunesse plaide pour la mise sur pied d'un fonds dédié à la jeunesse africaine. Le fonds a été proposé lors de la session dernière de l'Union africaine à Kigali et nos chefs d'État ont donné leur accord et ont demandé de mettre en place une commission qui va proposer l'extérieur sur le fonctionnement du fonds. Et Dieu merci, aujourd'hui nous sommes très avancés. Nous avons aussi demandé la mise en place d'un comité de haut niveau sur la jeunesse qui sera animé que par les chefs d'État. Et aussi ce projet est presque acquis. Les délégués des conseils nationaux des pays du Sénégal, du Mali, du Bénin, de la Guinée, entre autres, prendront part au rendez-vous de Dakar. Des pistes de coopération sont attendues à la fin des travaux de cette conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. Vous savez, nous restons avec vous. L'Union panafricaine de la jeunesse interpelle l'Organisation internationale de la francophonie à revoir les critères de choix des jeunes devant représenter la jeunesse africaine au prochain sommet prévu en novembre à Madagascar. La structure préconise aussi un retour à la base, c'est-à-dire passer par les conseils nationaux de la jeunesse qui existent dans les pays concernés. Elle dénonce et regrette le choix qui se fait souvent à travers Internet. Voici Souleymane Sidibé, secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse, au micro de notre reporter. Qui sont venus faire ici, ils nous disent juste, monsieur, j'ai postulé sur Internet, j'ai été retenu, je suis là. Alors qu'au retour, ils doivent faire la restitution. Maintenant, s'ils ne sont pas choisis par la base, ils vont s'adresser à qui? Donc nous sommes face à ce problème et nous dénonçons que l'Organisation internationale de la francophonie a fait la même chose pour choisir des jeunes qui vont aller défendre et représenter la jeunesse africaine à Madagascar. Donc nous avons dit que nous ne serons pas d'accord et nous allons dorénavant demander aux organisations internationales, certes il y a des questions de moyens qui nous obligent de ne pas emmener le maximum de jeunes dans les rencontres et donc d'où la nécessité de faire des consultations en ligne. Nous le faisons, c'est pour pouvoir recueillir le maximum d'avis sur la question, mais il ne s'agit pas de choisir les gens en ligne. Intéressons-nous à présent à la tournée économique du président de la République. Elle a démarré à partir de ce lundi. L'objectif est de mesurer les réalisations sur le plan agricole. Auparavant, la convergence des jeunesses républicaines a tenu à travers un forum à mettre en exergue les actes posés par le chef de l'État dans cette partie du pays pour améliorer les conditions de vie des populations. Les apéristes de la région promettent un accueil chaleureux au chef de l'exécutif. La correspondance de Mamadou Diop. Le président de la République dans le Saloum pour une tournée économique. Dans cette partie du pays, Macky Sall a fait d'importantes réalisations pour améliorer les conditions de vie des populations, selon le président du conseil départemental de Kaolack. Je voudrais dire qu'au niveau de la Côte, des actes forts ont été posés. Tout le monde sait qu'avant que le président n'arrive, il était extrêmement compliqué de traverser Fatick-Kaolack. Aujourd'hui, la route est pratiquement terminée et c'est plusieurs milliards qui ont été investis dans ce domaine-là. Nous tous, en tant que jeunes, on partait à Dakar faire nos études à l'étranger. La pause de la période de l'université Saloum a été faite et les travaux vont démarrer bientôt. Nous avons également beaucoup de routes qui ont été réalisées. Beaucoup de routes allant dans le département de Nioro. Il y a plus de 70 km de routes. Allons dans le département de Foundiougne, c'est plus de 85 km de routes qui ont été faites. Plusieurs pistes, notamment 57 km de pistes dans le PIDC ont été réalisées dans ce département-là. 18 châteaux d'eau ont été faits. Plus de 15 forages ont été conçus dans ce bref temps. Donc c'est pour dire qu'il y a des réalisations qui ont été faites. Mais malheureusement, de l'avis de la convergence des jeunesses républicaines, les réalisations de Macky Sall dans la région centre du pays sont inconnues du grand public. Vers des élections législatives, Inch'Allah en 2017, nous allons aussi vers une présidentielle en 2019 et on sait que la jeunesse est le fer de lance dans tous les partis politiques. Nous, au niveau de l'Alliance pour la République, nous avons une jeunesse forte, unie, une jeunesse très déterminée et c'est la raison pour laquelle nous avons initié ces forums. Raison pour laquelle la COJER a organisé ce samedi un forum pour vulgariser tous les investissements du gouvernement dans le Saloum. S'illustre effectivement dans le sens où il permet une retrouvaille de la jeunesse de l'APR, mais aussi l'animation du parti, mais surtout
exposer sur les réalisations du président Macky Sall. C'est important. À l'unisson, les apéristes de Kaolack promettent un accueil chaleureux au chef de l'État. Une manière pour eux de lui montrer que le Saloum est prêt pour sa réélection au premier tour à la prochaine présidentielle. La coordonnatrice de la COJER qualifie l'opposition d'anti-républicaine. Thérèse Faye estime que ses leaders devaient se conformer à la loi en respectant l'itinéraire tracé par le préfet de Dakar. Selon elle, leur tentative de sabotage n'a échoué. Ils ne sont animés que par leurs propres intérêts. Nous l'écoutons. Tout ce que ces personnes-là qui incarnent l'opposition au Sénégal, c'est des anti-républicains. C'est des anti-républicains parce que tout simplement le président Macky Sall a eu quand même un esprit de grandeur, mais aussi a agi en démocrate, en autorisant la marche et en demandant aussi à sa jeunesse et aussi tous les départements qui avaient des activités à Dakar le même jour de reporter ou d'annuler. Je pense que les actes posés par le président Macky Sall prouvent encore une fois sa bonne foi à laisser l'opposition de manifester de la façon la plus libre. Mais nous avons assisté à une opposition qui a déchiré l'arrêté du préfet de Dakar, simplement pour des questions d'itinéraire. Et je pense là encore, ça manifeste que l'opposition cherche à faire des troubles au Sénégal, ce qui n'est pas possible. Force restera à la loi et le ministre de l'Intérieur, que nous félicitons au passage, a pris toutes les dispositions pour que force reste à la loi. Et c'est la raison pour laquelle nous disons encore une fois, l'opposition n'a qu'à chercher à se concentrer sur les questions qui intéressent les Sénégalais. Et nous allons à Mbacké pour parler de l'accusation d'enrichissement illicite et de népotisme contre la famille présidentielle. Moustapha Cissé Lo demande à l'opposition de revoir sa copie. Le vice-président de l'Assemblée nationale confie que les leaders de l'ancien régime n'ont aucune leçon de vertu et de bonne gouvernance à donner au président Macky Sall. Il s'exprimait en marge de l'inauguration de la gare routière de Mbacké. Il est au micro de notre correspondant sur place. Être clair maintenant. Et ces gens-là aussi, je leur lance un appel pour qu'ils puissent déclarer leur patrimoine. Tous, Abdou Mbaye, Gakou, Idrissa Seck, ils ont l'obligation de déclarer leur patrimoine. Parce que tous ces gens, j'ai dit, en 98, n'avaient absolument rien. Tous ces politiciens qui crient voleurs de l'opposition sont de grands voleurs, c'est des bandits à col blanc, comme le disait Bachili, qui ont volé et qui essaient de crier aux voleurs. Donc il faudrait quand même que vous soyez vigilants. Et pour mon frère Sonko, il faudrait qu'il s'explique son domicile, qui est aussi au niveau de Kergorgui. Mais je confirme qu'il a eu cette maison parce qu'il avait une position stratégique à côté de Taïbou Ndiaye et des gens qui gravitaient autour des dossiers et des dossiers très carabinés du sable de Dakar, avec le monument de la Renaissance de Ablaye Wade, avec les sols du CICES et de Kergorgui et la cité de l'alternance. Politique toujours, caravane de la JDS pour le retrait du Parti socialiste de Benno Bokk Yakaar. Babacar Faye déclare que plusieurs militants de l'agglomération de Touba Mbacké sont favorables au départ des ministres socialistes du gouvernement. Le jeune socialiste est convaincu qu'à l'issue des consultations, le parti aura un candidat qui ira à la conquête du pouvoir. Voici Babacar Faye au micro d'Elash Modougueye. Il compte qu'il n'y a pas de marche. Il y a eu seulement une randonnée pédestre de 30 personnes, en tout cas, donc, dites de l'opposition du département de Mbacké. Hélas, donc vraiment, donc, on dit et on nous clame très fort qu'à Mbacké, il n'y a pas d'opposition. Et c'est pourquoi nous sommes réunis encore pour manifester encore une fois, donc, le travail abattu par le président de la République. Parce qu'en étant au pouvoir, il a eu donc à faire, donc, à avoir un bilan très propre. Donc, c'est un bilan qui ne peut pas être attaqué par qui que ce soit. Raison pour laquelle, donc, cette opposition qui a voulu faire une marche pour dénoncer, je ne sais pas quelle dérive donc, du pouvoir, mais c'est une opposition qui ne s'est pas attaquée à un bilan du président de la République, parce que le bilan du président de la République est très propre et il est là, crucial et très important. C'est pourquoi nous le remercions et nous les encourageons et nous exhortons encore le pouvoir, le président Macky Sall, à continuer sur cette lancée de travailler davantage pour les Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont tourné le dos à cette opposition en tout cas qui est dirigée par un certain Malick Gakou, en tout cas qui n'a pas de personne, qui n'a aucune personne derrière lui. Aujourd'hui, il a été battu lors des référendums avec tout son groupe, avec tous ces gens qui crient, ils ont été battus pendant les élections référendaires.
Nous changeons de registre. Il existe près de 600 espèces d'oiseaux au Sénégal. Révélation du président du Congrès panafricain d'ornithologie. Colonel Abdoulaye Ndiaye a tenu ses propos lors du lancement de la 14e édition du Congrès panafricain d'ornithologie. Cette rencontre organisée par le ministère de l'Environnement répond à une préoccupation longtemps manifestée, celle de réunir des spécialistes du continent et d'ailleurs pour débattre des questions majeures relatives à l'oiseau, son milieu et sa valorisation. Colonel Abdoulaye Ndiaye s'est entretenu avec Louis Tenasagna. Les efforts que le Sénégal est en train d'entreprendre et a toujours entrepris dans le domaine de la conservation de la biodiversité, en général et des oiseaux en particulier, et son engagement et son leadership au niveau international a donné confiance au comité international de pouvoir venir à Dakar pour discuter de ce congrès-là et au moment opportun avec tous les changements qu'il y a actuellement au niveau international. Actuellement, les enjeux de taille, c'est les changements globaux. Quels sont les effectifs des populations, comment, s'il y a un déclin par-ci, il y a un déclin par-là, avoir des bases scientifiques sur lesquelles on peut s'étendre pour pouvoir donner la bonne solution et la bonne décision. Ce sont des éléments scientifiques qu'on va donner aux décideurs politiques pour prendre la bonne décision. La science des oiseaux, c'est la plus étudiée et c'est la moins connue. Les oiseaux sont très importants, malheureusement mal connus. Et ils constituent un élément de taille comme bioindicateur, etc. et réguler un peu les problèmes que nous connaissons sur le plan écologique. Nous en venons à la page sport. C'est officiel, Yahya Diop Yékini quitte l'arène. Il confie que c'est le moment de mettre un terme à sa carrière. Toutefois, il met en place une structure qui s'appelle Fata Production pour rester dans le monde de la lutte. Une décision qui intervient après 2 défaites successives. L'ancien roi des arènes faisait face à la presse cet après-midi et c'était en présence d'Ibrahim Fall. Après 24 ans de lutte, l'ancien roi des arènes met un terme à sa carrière. L'enfant chéri de Bassoul précise que cette décision est venue à point nommé. Toute carrière est appelée à finir. J'ai voulu cesser mes activités de lutte depuis longtemps. Peut-être c'est venu à son heure. Maintenant, nous nous sommes tombés d'accord, le staff et moi, de mettre un terme à ma carrière. Et voilà, c'est fait. Une décision prise en rapport avec ces 2 défaites, faux, rétorque le meilleur sportif des 50 dernières années. Ce n'est pas le fait que Balla Gaye et Lac 2 m'ont battu que j'ai décidé de quitter. Non, je serai le seul lutteur dans l'arène. Si chaque défaite, le lutteur quitte l'arène. Donc, pour vous dire que ce n'est pas cela. Quelqu'un qui connaît Yékini, et quand vous le voyez aujourd'hui, avec son âge, vous vous rendrez compte qu'on a même l'impression qu'il a 35 ans. Et aujourd'hui, il a plus de 40 ans. Cela prouve qu'il a une hygiène de vie saine. Fata Production, sa toute nouvelle structure qui œuvre dans l'événementiel. Ceci pour rester dans le monde de la lutte, même si le leader de l'écurie Ndakaaru ne va plus porter son game pour affronter un adversaire. Man mënuma dem di créer une école de lutte wala yoyu. Parce que écurie Ndakaaru comme ni ma ko waxee toujours man maa écurie Ndakaaru. Nous changeons de discipline. Les stars du football, à l'image d'Elhadji Ousseynou Diouf et de Nicolas Anelka, ont décidé de s'allier avec Afrivac pour lever des fonds auprès du secteur privé sénégalais au profit de la vaccination des enfants. À l'occasion, un match de gala sera organisé le 17 septembre prochain. Les amis de Diouf vont affronter ceux d'Anelka. Le coup d'envoi sera donné par Maradona. Les précisions de Ndeye Fatimlo. La vaccination joue un rôle important dans la santé. Grâce à elle, notre pays protège les enfants contre 12 maladies, surtout la polio. Seulement pour que toute la population puisse y accéder, il faut qu'elle soit financée. C'est ainsi que la Fondation Afrivac organise un match de charité pour pouvoir rassembler des fonds. La vaccination a besoin d'être financée et d'apporter donc leur contribution. Elle peut être de 5 000 francs, de 10 000 francs, de 1 000 francs. Nous avons donc ce match qui est une activité à l'attention du grand public
Parce que lorsqu'on parle de match de football, on vise la population tout entière. Parce que le football est incontestablement l'activité la plus populaire. Le football est l'une des activités les plus populaires au niveau mondial. Lors de ce match, les amis d'El Hadji Diouf, à savoir l'équipe nationale de 2002 et ceux de Nicolas Anelka, vont s'affronter. Que ce soit ma personne ou Nicolas Anelka, ou Khalilou Fadiga, ou Alassane Dour, ou la génération 2002, c'est de poser des actes et de faire des actions. Et d'être là pour la jeune génération, de prendre des exemples sur nous. Et je crois qu'aujourd'hui, la vaccination est tellement importante et je crois qu'on a été béni par le bon Dieu de ne pas avoir des problèmes, parce que si on avait des problèmes de vaccination, aujourd'hui on ne pouvait pas faire ce qu'on aimait faire, ce qui était le football. C'est pour ça qu'aujourd'hui on aimerait bien revenir sur terre et surtout appuyer des actions comme Afrivac. L'importance au-delà du football, c'est déjà de s'amuser et puis au-delà de ça, c'est un but pour aider la population africaine. Donc il y aura, c'est clair, un match de football, mais je pense que ça va au-delà du football. La santé des Africains et en Afrique est beaucoup plus importante que ce match. Le coup d'envoi sera donné le samedi 17 décembre 2016 au stade Léopold Sédar Senghor. Il sera donné par le célèbre footballeur Maradona. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises par Afrivac pour que ce match de gala se déroule dans de bonnes conditions et qu'assez d'argent soit collecté pour améliorer la vaccination au Sénégal. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique. 20h30 BBC Info. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Non mais il y a forcément une raison, Kiana. Kiana, j'aimerais qu'on s'explique. Attends, je vais lui parler. Ne hausse pas le ton sur moi, Frédéric. Je ne suis pas ton employé. Non, tu es ma femme. Et en pareille situation, j'aimerais qu'on soit unis, pas qu'on vienne me faire des leçons de morale. Kiana, Kiana, il faut que tu parles avec tes parents. S'ils t'ont caché tout ça pendant tout ce temps, c'est qu'il y a forcément une raison.